La première des 3 nuits des étoiles, c'est ce soir. Clément Plantureux, bonsoir. Vous êtes le co-organisateur de cet événement au sein de l'Association française d'astronomie. Fatoumata Kébé, vous êtes, vous, astrophysicienne, spécialiste de la trajectoire des débris spatiaux, nommée par le magazine Vanity Fair comme l'une des Françaises les plus influentes au monde en 2018. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, il faudra vraiment avoir le nez dans les étoiles. Exactement, c'est profiter de ce que fait l'Association française d'astronomie chaque année. C'est de permettre aux gens d'observer facilement le ciel, peu importe où on se trouve. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer alors justement cette année? Alors déjà, toutes les étoiles et les constellations du ciel estival. Alors on a classique, la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, etc. Puis là, cette année, on a de la chance parce que on a 4 planètes qui sont visibles dans le ciel. En tout début de soirée, on a Jupiter et Saturne. Et puis un peu plus tard dans la soirée, vers minuit, il y a Mars qui va commencer à se lever. Et enfin, en toute fin de nuit, vers 3h, 3h30 du matin, on aura la 4e planète, Vénus, qui va éclairer, donc juste avant le petit matin. Et puis, on a eu une belle intro avec la comète Neowise pendant le mois de juillet. Oui. Donc là, voilà. Et ça, c'est visible partout, parce que nous, on est diffusé dans le monde entier. Ça, c'est visible de partout. Là, on parle de France, mais alors, si on veut, on peut l'observer d'où on veut ou... Alors, c'est essentiellement pour l'hémisphère nord. Quand on parle de la Grande Ourse, de la Petite Ourse, l'étoile polaire, c'est dans l'hémisphère nord. Après, si on va plus vers le sud, par exemple, eh bien, on verra plus d'étoiles de l'horizon sud qui vont s'élever dans le ciel. Si on va plus vers le nord, c'est les étoiles qui seront du côté nord qui vont plus s'élever dans le ciel. Mais en tout cas, oui, le ciel est plus ou moins le même pour tout le monde. Ça dépend juste des temps et de l'hémisphère. Fatoumata Kébé, comment vous expliquez cet engouement pour l'espace, pour le ciel? Alors, je pense qu'il y a pas mal de facteurs. C'est la communication scientifique par rapport à l'astronomie qui est beaucoup plus importante cette année qu'avant. On a une très belle actualité cette année. On a aussi Thomas Pesquet qui fait beaucoup de travail en termes de transmission des connaissances dans le domaine. Enfin, il y a beaucoup de choses qui expliquent cet engouement, en fait, et cet intérêt. Et aussi le fait d'aller vers les gens pour leur montrer le ciel. C'est ce que vous faites, vous. Vous avez monté une association auprès des jeunes des quartiers défavorisés. Ça fascine, il y a une fascination pour le ciel. Quand on regarde, quand on lève le nez vers les étoiles, il y a une fascination, il se passe quelque chose, forcément. Oui, en fait, l'association, c'est surtout montrer le ciel dans des endroits où on ne va pas prendre forcément le temps de l'observer et aussi où on n'a pas ce type d'activité. Donc c'est pour ça qu'on est surtout en Seine-Saint-Denis et c'est vraiment de faciliter les gens et de leur dire, voilà, on a tout mis en place pour vous accueillir, venez et juste observer avec nous Jupiter, Saturne et même venez à des conférences données par des astronomes qui vont vous permettre d'en connaître plus sur l'espace. J'y connais rien, je veux devenir astronome amateur, comment je m'y prends ? Faut contacter l'Association française d'astronomie. On a plein de stages, on a des astronomes amateurs qui sont là pour guider le public, pour faire les observations du ciel. Il y a plusieurs rendez-vous, notamment cet été, alors que ce soit la nuit des étoiles. Ma question, c'était techniquement, est-ce qu'il faut beaucoup de matériel, par exemple ? Non, on peut commencer à être astronome amateur sans aucun matériel. Le matériel le plus important d'un astronome amateur, c'est les yeux. À partir de ça, on peut déjà observer pas mal de choses. On peut observer la Voie lactée, on peut observer la Lune, on peut observer les étoiles filantes, qui y aura aussi pas mal là, ces prochains jours dans le ciel. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, effectivement, si on peut être accompagné d'un astronome amateur qui permette de guider un petit peu mieux, de s'orienter, etc., c'est toujours mieux. Puis après, le matériel vient au fur et à mesure. Alors, il y a des amateurs très éclairés. On continue à découvrir des exoplanètes. C'est beaucoup grâce aux amateurs, justement ? L'astronomie, ce qui est intéressant dans cette science, c'est que le laboratoire de l'astronomie, c'est le ciel. Et donc, il est accessible à tous. Et donc, effectivement, s'il y a des gens qui peuvent effectuer des observations pour compléter les observations des professionnels, eh ben, c'est parfait. Alors je me tourne vers la professionnelle. Hein. Les exoplanètes, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est des planètes en dehors du système solaire qu'on ne verra jamais à l'œil nu. C'est toute la magie. Qu'on ne verra jamais. J'espère qu'un jour on y arrivera. Mais en fait, c'est surtout qu'on a de plus en plus de projets de sciences citoyennes. C'est-à-dire que même la NASA et d'autres institutions mettent en place des projets pour que les astronomes amateurs puissent eux aussi traiter les données et participer à la découverte en fait, d'exoplanètes notamment. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus commun et ça participe aussi à renforcer la place de l'astronomie chez tout le monde. Alors cette année, l'un des thèmes de ces nuits des étoiles, c'est Mars. Le 13 octobre prochain, la planète rouge sera au plus près de la Terre. Plusieurs agences spatiales, on l'a vu ces dernières semaines, on en profitait pour envoyer des missions d'exploration. Alors pourquoi un tel engouement ? Les précisions de Mylène Girardou.
Alors, pourquoi ces sondes envoyées par les grandes puissances partent-elles tout en même temps ou presque? Tous les 26 mois, la mécanique céleste offre une fenêtre de tir de quelques jours où la distance entre la Terre et Mars est plus courte que d'habitude. 55 millions de kilomètres, ce qui représente quand même au moins 6 mois de voyage. Mars, la voisine la plus proche de la Terre, est un immense désert glacé sans atmosphère où les températures varient de 0 à moins 100 degrés. Pourtant, la planète rouge continue de faire rêver. Depuis les années 60, plusieurs dizaines de sondes automatiques sont allées s'y poser. Mais depuis la découverte dans les années 2000 que de l'eau liquide y avait coulé, Mars est devenu la priorité des chercheurs. On assiste même à une nouvelle course aux étoiles. Aujourd'hui, la Chine investit des milliards pour rattraper son retard et ambitionne de réaliser en une seule mission ce que les États-Unis ont fait en 60 ans. Une concurrence qui rappelle la guerre froide où Russes et Américains s'affrontaient symboliquement par fusées interposées. Avec espoir, les Émirats arabes unis ont eux envoyé la première sonde arabe interplanétaire de l'histoire, partant peut-être à la recherche d'un nouvel âge d'or des grandes réalisations scientifiques et culturelles du Moyen-Orient. L'objectif des astronomes, lui, ne change pas: collecter, documenter, cartographier, avec toujours l'idée un jour d'envoyer un homme sur Mars. La Lune est le réceptacle de l'imaginaire des êtres humains. Je pense que vous reconnaissez ces paroles, que je crois sont de vous. Hein. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire plutôt que c'est Mars, en fait, qui attise toutes les convoitises et qui fait rêver? Alors moi, je dirais plus la Lune pour l'humanité, puisque la Lune, tout le monde peut l'observer facilement. Pas besoin de moyens optiques ou quoi que ce soit. Tandis que Mars, c'est plutôt un petit point lumineux qui est très très loin et qu'il faut plutôt imaginer. Mais c'est vrai que pour les puissances, même aujourd'hui, les futures missions habitées vers Mars ont comme trajet de s'arrêter vers sur la Lune, et que la Lune en fait soit une sorte d'escale. Ouais, exactement. Donc du coup, la Lune, même si on en parle un peu moins, elle reste quand même présente. Et vous la défendez bien. Merci. Concernant Mars, on voit qu'il y a un enjeu spatial, il y a aussi un enjeu géopolitique. Est-ce que c'est une si bonne idée de vouloir aller coloniser l'espace, comme on a pu l'entendre? Alors la mauvaise idée, c'est de coloniser tout simplement, en fait. Parce que quand on dit ce mot-là et qu'on regarde comment ça s'est passé sur Terre, c'est une très mauvaise nouvelle par rapport au fait d'explorer l'espace. Mais d'aller, entre guillemets, explorer cet univers qui nous entoure, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la nature de l'être humain, en fait, d'explorer les mondes qui lui sont inconnus. Ça ressemble à quoi, Mars, dans un télescope ? Mars dans un télescope, alors ça dépend quel télescope on a, mais on peut déjà observer quelques petits éléments du relief si on a un bon télescope. Et puis même la calotte polaire, là elle sera visible avec un petit instrument, la calotte polaire de l'hémisphère sud de Mars. Autre thème de cette édition, de cette 30e édition, la protection du ciel nocturne. On voit de moins en moins l'espace ? Alors c'est pas qu'on le voit de moins en moins, il y a deux sujets. Premièrement, c'est le plus grand ennemi de l'astronomie, c'est la pollution lumineuse. Et ça, effectivement, ça on peut le voir directement. On est à Paris, on voit beaucoup moins d'étoiles que quand on est en race campagne ou en montagne. Donc ça, c'est le premier point. On essaye de sensibiliser les gens à faire attention à la diffusion de la lumière un peu partout. Et surtout, quand on fait des observations astronomiques, il faut éteindre toutes les lumières, parce que sinon on ne voit rien et c'est gâché. Et puis le deuxième point, c'est le lancement successif des satellites sur l'orbite basse de la Terre, où on s'est rendu compte que là, sur les 3 dernières années, l'agence SpaceX de Elon Musk ont envoyé des centaines de satellites. On les voit depuis la Terre? Et on les voit depuis la Terre. En fait, c'est ça le problème. C'est que si on prend une photo, par exemple, du ciel, on a un temps de pause de 30 secondes, on va voir des stries lumineux. Alors je me tourne vers vous parce que c'est votre spécialité, les débris spatiaux. Comment on s'en débarrasse ? Alors dans le cas d'Elon Musk, ce ne sont pas des débris spatiaux, ce sont vraiment des satellites qui ont une mission et normalement il devrait y en avoir plus de 30 000 qui vont être lancés autour de la Terre d'ici quelques années. Et le problème... Mais il y a des débris spatiaux aussi, même si là je pointais pas le bon exemple. Là pour les débris spatiaux, donc c'est les vestiges d'activité humaine autour de la Terre, donc ça peut être des satellites qui ont fini leur mission, qu'on a laissés là-haut, des morceaux de fusée, etc. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'ils sont incontrôlables et ils peuvent entrer en collision avec des satellites qui sont en mission, les percuter, les mettre hors d'état de fonction, en sachant que ça a coûté des millions d'euros, et surtout derrière, recréer d'autres débris qui vont impacter d'autres satellites et ainsi de suite. Une réaction en cascade en fait qui ne s'arrête pas. Donc comment on s'en débarrasse ? Il y a des solutions ? Il y a des solutions, mais qui ne sont pas encore vraiment financées pour certaines. Et donc on est plus à l'état d'étude sur Terre, même si quelques méthodes ont été
tester. Donc il y a la méthode du harpon. Donc on harponne un débris et ensuite on lui communique en fait une espèce de force qui va faire qu'il va changer de trajectoire et rentrer sur Terre en très peu de temps. Et une fois qu'il est sur Terre, il s'écrase sur les humains? Non, normalement, il est détruit par l'atmosphère en partie, mais sinon, la Terre est recouverte à 2/3 de sa surface par les océans, et donc, au pire des cas, normalement, ça devrait tomber dans un océan. Pour les débris situés dans l'orbite géostationnaire, on va plutôt les faire reculer de quelques kilomètres, je crois, pour les mettre dans ce qu'on appelle une orbite cimetière. C'est pas très écolo, tout ça? C'est pas très écolo, mais c'est moins cher pour le moment. Parce que vraiment, traiter la question des débris spatiaux, c'est pas encore très bien financé aujourd'hui. Ça ne rapporte pas d'argent, entre guillemets, si on peut dire ça. Et donc, du coup, la solution, pour l'instant, c'est cette orbite cimetière. Donc, on élève de quelques mètres ces débris, enfin, ces satellites qui ont fini leur mission pour laisser la place à d'autres. Vous diriez que l'homme est en train de polluer l'espace aussi, comme il a pollué la Terre? Ah oui, bien sûr. Bah, là, on le voit bien. C'est inquiétant? Cette image. Alors, oui. Alors, c'est inquiétant. J'imagine, mais je ne peux pas me mettre à la place des agences spatiales. Mais par contre, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'orbites autour de la Terre qui sont infestées en fait, d'objets et qu'on a de plus en plus de chances de percuter des objets quand on lance des fusées et surtout quand on lance des fusées habitées, ce qui serait évidemment très problématique, quoi. Dernière question pour conclure. Vous rêveriez, vous, d'aller sur Mars, sur la Lune? Oh bah, chaque chose en son temps. Moi, je préfère aller sur la Lune en premier, voir comment ça se passe. Et ensuite, on pourra aller plus loin. Mais... Donc d'abord l'escale. Vous, c'est quand même un peu votre idée. Vous êtes l'idée d'aller dans l'espace. Vous en êtes où de ce projet? On attend toujours que l'Agence spatiale européenne ouvre les candidatures, mais c'est vrai que je préfère la Lune. C'est 3 jours de voyage. Mars, c'est 6 mois. Donc psychologiquement, je ne sais pas si je pourrais tenir. Et même les radiations, enfin, l'environnement hostile de l'espace. Et pour l'instant, aller sur la Lune, c'est compliqué. Donc autant d'abord aller sur la Lune avant de viser Mars. Mais vous y préparez physiquement? Oui, après je fais du sport de manière habituelle, mais bon, c'est vrai que derrière, je pense à la sélection d'astronautes. Bon, vous viendrez nous raconter? Si je suis prise. Avec plaisir, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup à vous deux d'être venus parler de cette 30e édition des Nuits des Étoiles qui donc se déroule tout ce week-end.